Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Antipopcast. Hello. On se retrouve pour le deuxième épisode avec notre invité John, notre premier vidéaste justement sur Antipopcast. Salut John. Salut. Hello, hello. Salut William. Hello. Je dis que hello aujourd'hui. Ok, ouais. Hello. Aujourd'hui, on va parler de quoi, William ? Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de John toujours parce qu'en fait, il a fait forte impression pour ce premier podcast. Je suis sûr que vous avez adoré les éclats de rire qu'on a pu avoir ensemble, les trois, c'est cool. Et puis, je voulais... attendez. Première chose, whisky time. Déjà. Ouais, oui. Cette fois, on balance plus. Ouais. Mais c'est juste que la dernière fois, on l'a fait un peu trop tard. Mais normalement, Attends, voir, t'as ouvert le bouton. Oui, je suis désolé. Vas-y. Pardon. Attention. Bravo. Donc, ouais, parce que dans l'autre épisode, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu à peu près la moitié de l'épisode pour boire, mais là, je crois que les choses se précipitent. C'est ça. Donc ça, c'est quoi comme whisky, juste William, ça c'est le tien ? C'est un whisky écossais qu'on avait déjà dégusté dans un précédent épisode qui s'appelle Scapa. Ça fait assez référence au sport en plus, hein, Scapa, non ? Il n'y a pas une marque comme Scarpa, les chaussures de montagne. Exactement, ouais. C'est un single malt écossais que je connaissais pas avant, en fait, qu'on m'a offert il y a quelques années déjà. Et puis que j'attendais d'ouvrir à une bonne occasion. Donc, mais écoute, il a été c'est ouvert, une très bonne occasion. Et il y a même il y a même un petit bateau dessus. Ouais. On est bien dans le thème. Messieurs. Et santé, hein. Santé. Non mais c'est bon, c'est toujours aussi bon. Ah, j'adore. J'aime ce concept de podcast. Je crois que les mecs ont trouvé une recette. Ouais, c'est ça. À l'époque, j'avais donc un ami Robin aussi qui avait trouvé une bonne recette. Ça s'appelait houblon de mythe. Donc le but était de boire de la bière et de discuter avec des gens. Donc je pense que c'est bon. Vous êtes pas mal en concept c'est bien. aussi. Ouais. C'est bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi avec John, William ? En fait, moi, si j'ai demandé à John de venir parler avec nous pour ce podcast, c'était parce que je l'ai eu au téléphone dernièrement et qu'il m'a raconté une histoire incroyable. Comme à chaque fois que je lui parle, en fait, il me raconte un truc complètement barge. Et puis là, ce qu'il m'a dit, c'est début d'année, j'étais en voyage là. Enfin bon, j'avais vu ses photos sur les réseaux sociaux, bien sûr, et ses petits clips vidéo. Mais je crois qu'il a été dans 2 pays différents, John, c'est juste. Ouais, alors c'est vrai, j'ai eu du nez, on va dire, avant cette crise, avant que tout soit fermé. On s'est fait donc, je me suis fait 2 voyages, un donc personnel avec ma copine en Afrique du Sud, et puis un mois, donc pas des petites vacances. Ouais. Et derrière, j'ai enchaîné pour un boulot au Pakistan. Ah, mais c'était un boulot. C'était un boulot au Pakistan. J'ai cru que t'étais avec ta copine aussi. Non, pas du tout. Non, je suis allé raison professionnelle, une histoire dingue. Oh là là. Un plan incroyable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup à dire. Bah vas-y, lance-toi parce que là... Moi j'ai aucune idée parce que au téléphone j'ai dit à John, écoute, garde ça pour le podcast parce que je suis sûr que ça va être une histoire de gros barjots, donc j'ai aucune idée non plus. Non, je t'ai pas raconté du tout alors. Non. En fait. D'accord. Pakistan, pourquoi aller au Pakistan faire de la vidéo ? Trop beau, déjà c'est trop beau de base. Déjà. Le Pakistan, alors quand on te contacte et qu'on te dit on va aller au Pakistan pour filmer du ski, de l'héliski, tu dis ok. De l'héliski quoi. De l'héliski. Et donc en Himalaya, donc tout le monde a à peu près des vagues, je pense, notions géographiques et historiques du Pakistan, donc pas sans a priori qu'on reçoit ce genre de nouvelles. Et c'est vrai que alors c'est donc cette amie qui était productrice au Freeride World Tour qui a pensé à moi pour accompagner l'équipe en fait de shooting au Pakistan. Trop beau. Et du coup, le mandat il consistait donc à filmer, si tu veux, des gens qui venaient faire de l'héliski au Pakistan. Ouais. Donc, on pourrait croire comme ça que c'était un petit peu une balade touristique. En fait, c'était un petit peu plus profond que ça. Je vais vous expliquer les détails, mais en gros, voilà. On me propose d'aller au Pakistan. Et là, je me dis, bon, ok, je vais pas répondre dans la foulée au téléphone, je vais me laisser un jour de réflexion. Ouais, quand même. Pas comme si on te proposait d'aller à Montreux. Non, c'est ça, et puis bon, alors après, voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Pour l'expérience, ça me tentait. Je me suis dit, jamais seul tu n'iras au Pakistan en voyage touristique. Du coup, je me suis dit, c'est une occasion en or, il faut y aller, il faut saisir ça, et surtout le contexte, en fait, dans lequel on allait être
enfin me paraissait sûr, dans le sens où ce contexte était assez particulier. Comment expliquer ça de manière simple? Le mandat était, en fait, si tu veux, tout est parti d'une boîte américaine qui travaille dans l'intelligence artificielle. Et rien à voir avec le sport, j'adore. Ouais, et le gars donc a fait fortune, donc c'est une boîte qui marche hyper bien côté en bourse et tout, a fait fortune, et le CEO est mi-pakistanais, mi-américain. Ok. Et lui, il s'est dit, moi je veux faire découvrir mon pays à mes collègues et à des gens d'influence d'une certaine catégorie sociale pour, si tu veux, qu'ils transmettent ce qu'ils ont vu, quoi, pour qu'on change l'image du Pakistan. Parce que ce mec-là, ben, forcément, au Pakistan, il emploie beaucoup de gens, et c'est une des entreprises les plus florissantes au niveau national. Et forcément, il a les contacts qui vont bien avec l'armée, même il a dîné avec le président. Donc, d'accord. Tu vois le genre de relation. Et donc cette personne a décidé, ok, ben moi je veux faire découvrir mon pays, et en connexion avec l'armée qui eux avaient des intérêts, si tu veux, à produire des images de ski pour inciter au tourisme, tout simplement. Eux, est-ce que le tourisme peut être vertueux? Dans ce cas-là, oui, eux, ils voudraient bien s'ouvrir un peu, ils voudraient bien tourner la page du terrorisme, clairement, d'Al-Qaïda et tout. Et ils aimeraient qu'on voit leur pays sous l'angle qu'ils le vivent tous les jours, c'est-à-dire des gens au final très sympathiques, où ils ont eu leur histoire, là il faut passer à autre chose. Donc en fait, si tu veux, eux, leur but c'était ça, c'était de montrer, c'était déjà de faire une sortie de boîte dispendieuse. Jolie sortie de boîte. Jolie sortie de boîte. Comme ça, nous aussi. Ouais, parce que nous, on sait pas ça, les sorties de boîte. C'était sympa, une belle sortie de boîte, on dirait. Et du coup, voilà, il dit ça, et puis bien sûr, avec un but semi-caché de promouvoir auprès de tout le monde le Pakistan, quoi, à travers des vidéos, à travers ses amis. Donc, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais les bases du projet donc étaient là, et donc moi rassuré, me disant, l'email de cet ami précise que on est encadré par l'armée, que tout est je veux dire, c'est clairement encadré par l'armée, puisque au Pakistan, pour faire de l'héliski, il y a que les hélicoptères de l'armée qui peuvent voler, donc il n'y a pas d'hélico privé qui peut voler en Himalaya dans le Pakistan, surtout qu'on était près du Cachemire, la zone un petit peu un peu tendu. Exactement. Donc c'est l'armée qui c'est l'armée qui te balade en hélicoptère. Ça, c'est magnifique quand même. Je vais faire du ski, l'armée était. Ça parle à ton âme de militaire. Non, ça va, c'est fini ce temps-là. Alors c'était particulier. C'était particulier parce que forcément, on est encadré par l'armée. Alors, c'était un projet donc en collaboration avec l'armée. Donc, c'était dur pour moi de juger si cette présence de l'armée était nécessaire ou si c'était une situation normale. Donc, je ne pourrais pas vous dire vis-à-vis de la sécurité s'il y avait quelque chose. Tu connais pas assez la culture. La seule expérience que j'ai faite et qui était intéressante, c'est que je me suis retrouvé à Islamabad, à atterrir à l'aéroport. Et là, en fait, toute l'équipe était déjà montée dans les montagnes au Cachemire. Et je me retrouve à Islamabad, ils me disent on va venir te chercher, mais pas tout de suite, dans 2-3 jours, il faudrait que tu finisses ça en attendant et tout. Et du coup je me dis bon ok, et il y a une journée où je suis à cet hôtel, alors on avait un hôtel, alors là pour le coup c'était pas le Free Tour, j'étais dans un 5 étoiles mais le plus luxueux de tout Islamabad. Il a rêvé ce gars. Et pour te dire, il y a le président turc qui était là, il y avait Erdogan qui était là. Oh là là, d'accord. Donc tu vois, et en plus du coup il y avait beaucoup plus de sécurité que d'habitude, donc je pourrais pas juger de ce qu'ils craignaient, mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiance quand même. Je veux dire, il y a quand même un gars qui, quand tu passes le palier de l'hôtel, check avec un miroir sous la voiture pour voir s'il y a une ça met un peu le ça pose le décor. Ça pose le décor, exactement. Le décor, c'est tout à fait comme tu l'imagines. Mais après voilà, l'expérience que j'ai faite et qui était incroyable, c'est que je me suis sorti un peu de cet encadrement de l'armée et que je me suis dit ok, prends ta chance. Je suis allé à la réception de l'hôtel, je leur ai dit écoutez, il y a un taxi qui peut me balader dans Islamabad, oui, non, ok. Ils m'ont filé un chauffeur et je suis parti avec ce chauffeur de l'hôtel un petit peu à la découverte seule d'Islamabad, et je lui ai dit écoute, je te file de l'argent pour la journée
emmène-moi ce qu'il y a à voir, quoi. Donc cette fameuse mosquée qui est une des plus grosses mosquées au monde, du monde islamique. Et du coup, c'était incroyable. Parce que là, j'ai vécu l'expérience dans les premiers jours pakistanaise, mais sans a priori, sans armée autour de moi, sans guide, sans que j'étais seul. Et c'est moi qui disais à mon chauffeur, oh, viens, on peut aller là-bas, ou emmène-moi dans un marché, emmène-moi dans un village. Et c'est ce qu'il a fait. On est donc allé à la mosquée, et j'arrive à la mosquée. Et j'étais avec ma caméra, forcément, avec l'envie de filmer, incroyable, quoi. Et là, tu sais pas trop. Enfin, je veux dire, il y a des femmes voilées, il y a des hommes, donc tu dois te déchausser, forcément. Et les gens, je commence à filmer. Et les gens, hyper sympathiques. Les gens, ils me disent, ah, mais bien sûr, tu peux me filmer. Tu sais, le rituel de se nettoyer et tout. Donc, il me dit, ouais, filme-moi, il n'y a pas de souci. J'ai filmé des femmes, j'ai filmé des petites filles voilées. Sans problème. Et mon chauffeur, il traduisait. Alors, j'avais mon chauffeur qui traduisait, je pense que ça a aidé. Tu vois, on abordait les gens et il traduisait, donc ça me rendait un grand service. Mais incroyable, quoi. J'ai pas eu du tout d'once de méchanceté. Le seul message qu'ils m'ont fait passer, c'est Islam is not terrorist. Enfin, ça, c'est ce qu'ils voulaient qu'on fasse passer comme message. Et au-delà, et en plus de ça, enfin, je veux dire, ce qui était incroyable, c'est qu'ils voulaient tous prendre un selfie avec moi. Et ça, c'est incroyable. T'as l'impression d'être le seul blanc à jamais devenu le grand blanc. Ouais, c'est ça, quoi. Et il y a encore ce truc, effectivement, c'est pas des gens qui sont sortis, je pense, pour la plupart du pays. Et pour eux, t'es quelque chose d'un peu... C'est l'attraction. Ouais, exactement. T'es un peu l'attraction, quoi. Et du coup, ils sont tellement heureux de prendre un selfie avec toi que tu dis, ouais, c'est génial. Tellement bien. Et ouais, non, incroyable. Expérience incroyable. Et j'ai poursuivi le chemin... Après, je lui ai demandé de m'emmener dans un village, alors village hyper typique. Alors là, c'était la scène, la nuit tombait, il y avait des mecs qui découpaient des chèvres, comme ça dehors. Alors là, j'ai des images, il faut aller voir. J'ai des images du village incroyable. Ça, t'as des trucs en sur ligne, mon Instagram, ok, du d'accord. village et tout. Ouais. Bref, après je lui dis bah écoute, je te paye à manger, viens, on va manger, emmène-moi dans un resto où tu vas manger toi et tout. Donc incroyable journée avec ce chauffeur de taxi. Trop bien à part ça, ouais. Qui ont une vie, mais à des milliers d'années de nous, de comment on peut vivre ici. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il faut relativiser parce que les gars ils travaillent. Eux ils travaillent pour de vrai, quoi. Ouais. Ils sont pas vidéastes, quoi. Non, ouais, les mecs ils travaillent. Lui, ce gars était. Je balance des petits kicks comme ça. Ah, ce chauffeur, il était incroyable. Il travaillait comme chauffeur à Islamabad. Son village était à 3 heures de bus. Et il me disait, lui, il entretenait femmes, enfants, cousins, grand-mère, enfin, comme tu peux l'imaginer, dans sa maison. Et des fois, il n'avait pas d'argent. Il rentrait un week-end sur 2. Non, un week-end par mois. Et des fois, il me disait, j'ai pas assez pour rentrer, donc je rentre pas. Et en fait, tout l'argent qu'il gagnait, il vivait donc dans une piole qu'on lui avait filée, je pense, un espèce de grenier avec 10 autres gars, et il bossait, il enchaînait des journées de 8-9 heures, tu vois, dormir dans un placard, gagner de l'argent pendant un mois, rentrer un week-end au village et retourner, quoi. Et il n'y avait pas de vacances, il n'y avait rien. Mais bref, on avait bien sympathisé, on a parlé toute la soirée de comment il vivait et tout, et comment nous on vivait. Là, du coup, tu parlais en anglais avec lui, en fait. Ouais, compliqué. Hein, ouais. C'est de l'anglais, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Ouais. Mais bon, belle journée. Tout a commencé comme ça pour moi. Puis après très vite, je me suis fait prendre par l'équipe. Et du coup, là, on a voyagé jusque dans les montagnes, donc au Cachemire. Donc, il faut savoir pour eux, les guides, ils étaient assez drôles parce que là, il y avait une équipe assez internationale et il y avait... Et oh là 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 là. Il y avait des guides qui sait qui a mis une affreuse sonnerie. Oh, c'est moi, je suis désolé. C'est pas grave. On a un petit téléphone qui sonne au milieu du truc, ça arrive. Mais... C'est les trucs du live. En fait, John, il a un client qui l'appelle. Voilà, qui a besoin de lui à tout prix maintenant. C'est ça. Malgré le mode avion, ce truc a sonné. Mais il y a peut-être un Wi-Fi ici qui capte... Non, mais si c'est une minuterie, ça sonne. C'était une minuterie. Bon, c'est bon. Désolé. Pas de soucis. Les pattes sont cuites. Hein. On peut les... Exactement, donc j'étais perdu. On fera une pause, là, il y aura une coupure pub. Je vais boire une petite c'est ça. whisky.
J'adore, tu sais, c'est vraiment Père Castor qui raconte une histoire. Ouais, exactement. Hein Nous, on est comme ça. Ouais. la bouche grande ouverte. On sait pas du tout ce qui va se passer à la fin. Ouais, c'est ça. qui est C'est génial. une série. C'est une Alors série. attends, il y en arrive des kilomètres parce que je vous ai pas tout raconté. Je peux raconter les détails les plus flippants aussi. Ouais, Parce il y aura qu'avant tout à dire. d'être transbahuté en Himalaya, Mhm. alors, on se fait envoyer quand même dans un faux plan. Mhm. Je veux dire, on se fait envoyer dans un faux plan. Bref, il y avait une account manager donc, de cette équipe. Eux, leur boîte était aux États-Unis, donc elle était de New York. Mhm. Puis elle nous organise un truc, elle nous dit ouais, donc il dîne avec le président à midi, on peut pas filmer parce que voilà, bref, c'est dans une base militaire. Mais par contre, on aimerait que vous nous filmiez à la sortie. Quand il sort, le CEO, plus le président pakistanais, avec le convoi militaire qui les accompagne. Bon, ok. Enfin, moi, je discute pas trop ce qu'on me demande de filmer. Mhm. Donc, on se dit, on va filmer ça. Ouais, je vous organise un taxi. Il va être devant l'hôtel à cette heure-là. Ok, bon. Je vais avec un photographe. Donc, j'étais avec un photographe de montagne. Génial. Le mec, tu l'adorais. Un mec incroyable encore. Incroyable. On monte dans cette bagnole. Donc, nous, petits Européens, tranquilles, on commence à prendre des photos par la fenêtre, Mhm. de la Mhm. voiture, des gens. Incroyable, hein. Je veux dire, c'est dans un autre monde. Hein. Ouais. Tout est photogénique en Mais fait. tout, Ouais. la lumière est incroyable. T'as envie de tout prendre en photo, tous Ouais. les gens sont photogéniques, enfin bref. Et on arrive à un moment, donc on prend des photos par la fenêtre, puis on arrive à un checkpoint militaire. Là, les mecs nous arrêtent. Puis ils font peur quand même, hein. On va pas se mentir entre nous. là. C'est pas l'armée suisse, quoi. hein. Non, les mecs quand même font peur. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai 2-3 photos là aussi, ils font peur. Mais bon, ils sont sympas quand tu les connais, mais de base, comme ça, tu te fais arrêter un checkpoint militaire. Bref, on arrive et les mecs nous disent ok, pourquoi vous filmez, pourquoi vous êtes là et tout. Je fais nous on est là pour. Enfin, c'est notre. Du coup, là, c'est pas le chauffeur de la voiture, mais un espèce de guide qui était avec nous, qui était pas du tout au courant de ce qu'on faisait non plus, qui commence à parler, ça parle, pakistanais, ça parle. Mhm. Un mec arrive, donc là c'était le soldat, le bidas qui était là, un deuxième bidas, un troisième, après un mec, un gradé, un deuxième gradé, à chaque fois montrez votre passeport, ouais votre visa, heureusement j'avais dit au photographe, ouais je sais pas trop, instinct, mais garde toujours ton passeport avec toi et ton visa dans ton sac de photos, tu sais, Ouais. c'est mieux. Et du coup, bref, on avait notre visa, notre passeport. Non, pourquoi vous filmez? Vous êtes dans une base militaire là et tout. On savait pas et tout. Ah là, vous êtes dans une base militaire, il n'y a pas le droit de filmer. Pourquoi vous filmez? Et montrez-nous ce que vous avez filmé. Donc je montre les trucs. Oh là là. Ouais, effacez un autre gars qui arrive. Bref, à la fin, ils étaient 8 les types quoi. Ils Mhm. étaient 8 à Mhm. checker nos passeports. Ça Mais faisait. t'as pu effacer du coup? Ouais, j'ai effacé une partie du contenu, mais ça faisait 2 heures qu'on était là, qu'on attendait avec la bagnole au checkpoint, et 8 gars qui étaient venus. Bah, tu commences à Ouais, dire attends. Putain. Je disais au photographe, tu sais, avant qu'on soit séparés dans la petite salle du fond, il est peut-être temps de passer un appel, l'appel de secours, Ouais. tu sais. Ouais. Et du coup, heureusement, c'est pour ça que là, les relations ont joué, forcément, parce qu'on a pu appeler l'organisateur de l'événement, enfin, la personne qui m'avait embauché. Et la situation s'est démêlée en à peu près une fraction de seconde quand ils ont su l'appel Ouais. de Dieu Ouais. leur disant de nous libérer. Mais sur le moment, il y a eu quand même une heure où on a commencé à se dire, moi j'ai commencé à parce que je sais pas pourquoi le mec qui parlait avec les Pakistanais, avec les soldats, il voulait pas qu'on appelle parce qu'il disait vous allez créer encore plus de encore plus de micmac déjà. Et en fait, ce qui était pas bon, c'est que moi j'avais du matos vidéo, les mecs ils ont ouvert le code de la voiture. J'avais un enregistreur comme ça, un micro, un drone, un Le gars, il est enregistreur. espion, ouais. Bah clairement, hein, putain. t'as une caméra, un enregistreur, un Ouais. drone. Super quoi. Super, le kit de l'espion parfait. quoi. Tellement. Et bref, donc ça c'était une des petites anecdotes. Alors après, voilà, on était dans une base militaire, on n'avait pas du tout à filmer ça. Le seul point, c'est qu'on s'était pas rendu compte. En fait, le chauffeur nous avait pas du tout dit qu'on était dans une zone militaire. Donc. Mhm. Mais bon, à part ça, tout s'est bien passé. Le reste du temps, donc je me fais envoyer au Cachemire, donc en Himalaya. Mhm. Donc là, c'était incroyable. Là, l'aventure a commencé. On était un team. C'était des moyens, mais absolument, on dirait presque sans aucun sens. Quoi. On avait des guides qui venaient du Canada, du Chili, des Ah ouais, Français, d'accord. de Chamonix. Et elle a mis l'argent, quoi.
Ah non, mais c'était la sortie de boîte. Ouais. C'était un beau chiffre. Et si tu veux, il avait invité, si tu veux, des personnalités. C'était intéressant parce qu'il y avait des gens un peu de tout horizon. Donc il y avait des gens de sa boîte, tous les managers. Mais il y avait aussi, si tu veux, des amis à lui, mais qui étaient forcément des amis influents. Ouais. Enfin, c'était des gens de la politique de divers pays. Et c'était intéressant parce qu'il y avait aussi tout le staff. Nous, on était très multiculturels, quoi. Il y avait vraiment des gens de partout. Moi, j'étais avec un Argentin, un mec qui filme du freeride aussi. Trop beau. Et incroyable. Pareil, on est devenus potes. Enfin, Trop c'est bien. des aventures comme ça. Ouais, Et donc, ouais. il y avait cette nana incroyable qui est la productrice, l'ex-productrice du Freeride World Tour, donc avec qui je bosse souvent, qui m'avait embarqué là-dedans. Donc, on était vraiment une équipe incroyable. On a fait des images de freeride au Pakistan avec toutes les dépôts en hélico. Il y avait des moyens démesurés. On va pas Mais parce se qu'en mentir. fait, ces gens, la sortie de boîte, entre guillemets, qu'ils faisaient, c'était d'aller skier vraiment là. Exactement, ouais. C'était une première. Et en fait, c'était Aurélie Monod, qui a donc fait les images avec moi. Elle a fait un film des images. Il faut le voir, c'est un film qui dure 1 heure. Il est sur YouTube. D'accord. Et il faut absolument que je vous donne l'adresse que vous publiez parce Ouais. que là, ça vous expliquera tout. Ouais. C'est On un, mettra c'est un le lien. reportage d'1 heure. Trop Et là, beau. si vous voulez illustrer ce que je viens de dire, est-ce que peut être un voyage au Pakistan, là, ça représente hyper bien ça. Et elle, donc elle a fait ce montage. Et bah voilà, c'est un peu le discours qu'on a. C'est une sortie de boîte, ça peut être discutable d'un point de vue tout ce qu'on veut écologique et tout. Mais au final, les gars, ce qu'ils veulent, c'est montrer que le Pakistan, c'est pas que le terrorisme et qu'ils aimeraient bien développer et sortir un peu de ça. Et au final, l'effet était assez intéressant. L'expérience. Pour moi, j'ai pas de regrets. Je trouve l'expérience intéressante. Même si c'était de faire des images de gens qui faisaient pas forcément bien du freeride ou quoi que ce soit. Mais c'était une première. C'était pas l'exploit sportif que t'allais filmer là. Non, clairement pas. Mais clairement, c'était une première. Ça s'était jamais fait. Ils avaient jamais organisé de l'héliski dans cette région. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et avec autant de personnes, il y avait quand même 50 personnes pour faire de l'héliski. 50 personnes. Ah ouais, d'accord. Donc on était, nous, environ 50 entre les guides, les guides de montagne, les Sherpas locaux, les gars qui filmaient, qui faisaient de la photo, plus les 50 entre guillemets. Donc il y avait du monde, quoi. Ah ouais, non, mais il y avait 200 personnes. Et photographe, vidéaste, vous étiez aussi plusieurs du coup. Ouais, on était avec le team pakistanais, je crois qu'on était 9. Oh putain. Ouais, c'est une équipe de tournage, quoi. C'est incroyable. Mais c'est un projet, je pense. Je pense que le mieux, c'est de voir le film d'Aurélie, quoi. Ça raconte. Ça, c'est une bonne manière de se rendre compte un peu de ce que vous avez vécu, du coup. Ouais, complètement. Okay. Mais je pense effectivement, je sais pas si ça va se refaire. C'était peut-être qu'un one shot, mais c'est incroyable de voyager pour le taf dans des pays comme ça. Enfin, moi, je sais que je fais de la vidéo aussi pour ça, quoi. L'opportunité de voyager pour le travail, c'est clair, ça fait enfin moi ça me fait rêver. C'est fou, ouais. Et là, comment moi j'avais une question qui me venait comme ça un peu tout le long où t'expliquais ça. Comment t'as choisi de mettre ça dans ton sac comme matos? T'es parti en mode léger, t'es parti en mode je prends un max de matos comme d'habitude, limite avec ton ordi de montage et puis tout. Non mais là ça se réfléchit. Alors là c'est clair que c'est une grosse logistique de matos. Et j'avoue que j'ai un peu j'ai profité de cette occasion pour investir du coup dans du nouveau matos, donc à savoir le Lumix SH1. Ok. Et j'ai pas regretté parce que là effectivement il faut du matos quand même plus léger qu'une RAID. Du coup t'as pas pris ta RAID en fait. Ouais, c'est trop encombrant. Ouais, exactement. Il faut que ça tienne le froid, il faut que ça tienne longtemps. J'avais pas d'infos. Si tu veux, dans mon sac j'avais donc un drone, Mavic 2, nickel. J'avais donc le Lumix avec un 24-70, 8. Il y avait les autres photographes, je savais qu'ils avaient des 70-200, donc moi j'ai pas doublé la longue lens. Mais par contre moi j'avais un kit audio, tu vois, pour faire des interviews éventuelles. Et puis moi j'essayais, j'ai vraiment essayé d'être léger, donc j'ai pris que ça en fait, un drone et puis le mix. Et mais t'étais vraiment en mode reportage en fait. Ouais, complètement. Le but là, tout va vite, hein. Je veux dire, ils sont pas là pour shooter. C'est pas comme quand on fait un shooting avec des freeriders où on leur dit arrête-toi là sur le rocher, t'as des talkie-walkie, tu dis attends, je me mets en place, ok, c'est bon, vas-y, drop.
Non, là, c'était pas du tout ça. Là, les mecs, ils skiaient, et puis même, ils étaient un peu là, ouais, on n'est pas là pour faire des images, nous, on veut skier, quoi. Eux, ils voulaient skier de la poudreuse, donc tu fais les images que tu peux faire, dans les conditions que tu peux faire, et puis sachant que les pilotes d'hélico, ils étaient pas très fans du drone. Tu vois, quand t'as 50 skieurs à balader, autant dire qu'il y a toujours un hélico qui est en rotation autour de toi. Et on était à 4000 mètres. Donc, à 4000 mètres, déjà, les hélicos, si tu veux, ils ont, si tu veux, la densité de l'air, elle commence à être faible. Oui. Dès que tu es chargé, dès que tu emmènes 4 skieurs, tous les skis, le pilote, le copilote, l'hélico, ils commencent à faire... Ils sont déjà à boulet sur, tu vois, sur le truc. Et du coup, du coup, c'était ambiance. Et on était à 35 minutes d'hélicoptère du village où on dormait. C'est-à-dire que le matin, ils nous baladaient avec un... Non, les B3, c'est les petits... C'est les Mi-17, ouais, je crois que c'est ça. Des énormes hélicos russes... où tu peux mettre... Non, pas russe, de l'Union soviétique. De l'Union soviétique, exactement. C'est l'ancienne, tu vois. C'est exactement ça. Et crois-moi, ils avaient l'âge de l'Union soviétique. Tu sais, avec le portrait de Staline dessus. Ah non, mais c'est ça. Et dedans, là, tu te mets à une vingtaine de personnes. Ouais. Non. Ouais, je te jure. C'est malade. Et c'est des énormes hélicos. Mais il y a ça dans les vidéos. C'est incroyable. Mais toi, tu skiais aussi? Tu suivais à ski ou t'étais... Ouais. Alors, nous, justement, on montait un peu quand il y avait un peu une place dans le hélico. Et moi, je suivais à ski, ouais, évidemment. Et puis... Mais t'étais meilleur skieur, du coup, que la plupart des gens, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a la plupart des images, c'est nous, en fait, qui skions aussi. Quand on voulait faire de belles images, c'était le staff, c'était les guides, c'était l'autre caméraman, ou peu importe. Mais t'avais des gens qui savaient vraiment limite pas skier? Ouais. Putain, non, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux, les non? mecs qui sont au sommet de l'Himalaya. Ils sont alors, il faut savoir que les guides locaux, là, les Chimchali, ils sont incroyables. C'est des alpinistes et tout. Et puis t'arrives là-bas, puis c'est... Je sais pas, notre camp, je sais plus avec combien il était. Pas très haut, mais bon, 2500, un truc comme ça. Puis on voit les montagnes au fond et tout, puis on dit, incroyable, l'Himalaya. Ouais, c'est des sommets, c'est 4000, incroyable. Il dit, non, mais... c'est la base. C'est des collines. Nous, on considère une montagne à partir de 6000. Oh là là. C'est trop beau. Ils nous disent en Europe, vous avez pas de montagne, vous avez des collines. Ouais. Ah ouais, non, c'était un autre monde. J'adore. C'est tellement bien. Mais toi, du coup, tu shootais. Moi, je faisais de la vidéo, ouais. J'avais pas de montage à faire. On dérushait avec l'équipe de montage, si tu veux, on dérushait chaque soir un petit peu, ce qu'on a bien fait de faire, parce que bien entendu à la fin ils nous ont demandé une sorte de diaporama, film de fin de... Hello, dans 1 heure vous pouvez nous donner un film? Exactement, ça a résumé exactement la demande. C'était à peu près ça, demain on voudrait projeter en fait la semaine entière de toutes les activités qu'on a faites pendant la semaine. Du coup voilà, heureusement on dérushait au fur et à mesure, Aurélie a fait un mon taf à la fin. Moi, j'avoue, c'était assez confort pour moi, puisque il y a deux manières. Hein. Il y a quand c'est toi qui es le leader du projet et que c'est toi qui es le client, et quand tu viens en tant que ça c'est beau, ça c'est beau. On s'entend, on connaît bien l'un et l'autre des rôles, et dans un, t'as un petit peu moins de pression. Moi, j'avais pas tant de pression, parce que mon but, c'était de faire des belles images. C'est ce que je faisais. Le soir, je dérushais. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Je donnais mes rushs à Aurélie. Elle trouvait ça bien. Puis c'était génial, quoi. Du coup, pour moi, c'était... Puis vous aviez un monteur. C'était Aurélie qui montait? Écoute, il n'y avait pas de montage, a priori, à faire pendant l'événement. Mais Aurélie, je pense qu'elle a fait des montages pour les clients a posteriori. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais ça, je suis pas au courant. C'était pas mon client, donc j'étais pas forcément, tu vois... T'étais vraiment engagé comme caméraman. Ouais, caméraman. C'était... tellement beau. Mais beau, enfin, tu vois, caméraman, je veux dire, on te présente le truc, tu sais que tu vas faire, je sais pas combien de rotations de ski en Himalaya au Pakistan. C'est dur de dire non quand tu sais que tu vas te payer pour le faire. Surtout en février où il n'y a pas 1000 autres jobs dans l'événementiel, dans le... Ouais, nous on a le ski quand même. Enfin, moi je bosse beaucoup dans ski. Il y a le Freeride World Tour justement qui était aussi à cette période. Donc t'as dû renoncer à des choses en fait pour aller là ou bien? Pas vraiment au final. Enfin, Okay. J'ai renoncé à 2 mandats, mais tu vois, pas grave quoi. C'était des mandats en Suisse.
que j'avais fait l'année d'avant, des courses d'alpinisme qui auraient été... non, c'était des courses de... Pareil, une compétition de ski de freeride, mais qui aurait été super. Hein, je le refais volontiers, j'adore filmer ça. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais, c'est une opportunité peut-être qui arrive qu'une fois. C'est clair. Est-ce que je retournerai Bien au Pakistan sûr, dans ma vie, Et surtout, tu fais partie des premiers là. Là, t'es dans l'histoire là actuellement. Ouais. T'es le premier à avoir. T'es le premier. Ouais. On va Page pas en Wikipédia. Il y a une plaque. Non, mais il y a une plaque là-bas en haut. Une plaque avec la tête de John avec sa caméra derrière. Ici a filmé John, le premier vidéo au Pakistan. Non, mais il faut savoir quoi. C'est à chacun de juger quoi. Si tu dis tu y vas et tout, après t'entends, c'est vrai qu'il y a les gens, tu leur parles de ça, tu parles à tes parents, à ta copine, ils font ouais, t'es sûr de ton plan? Puis toi, tu dis bien sûr, je suis sûr au fond. T'es sûr, mais... Pas à 100%. Mais bon, quoi. pas à 100%. De toute façon, il n'y a jamais rien qui est à 100%. C'est là que t'as ton côté joueur de casino, vétérinaire qui refait surface. La petite histoire du checkpoint que j'évoquais au début, là... Enfin, je veux dire, c'est clair, sur le moment, tu commences à moins rigoler, quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, c'était peut-être du une concret, connerie, là, c'est et du puis, concret, t'as pas de téléphone, ton téléphone n'y passe pas. Tu te dis, attends, les mecs, ils nous ont... Enfin, je veux dire, la limite entre le moment où tu te sépares de l'autre photographe, de l'autre pote qui est avec toi, et puis que tu te retrouves tout seul dans une salle à expliquer ce que tu fais là avec une caméra dans une base militaire pakistanaise, un drone et un... Puis t'es assis sur une chaise percée. Hein. Exactement. Non, mais après, c'est peut-être que dans les films, mais peut-être pas. J'avais pas forcément envie de me retrouver en tôle au Pakistan, tu vois. Ouais, c'est clair. Non. C'est clair. Mais bon, voilà, après, je pense que voilà, c'est une toute petite anecdote. Je pense pas qu'il y ait... Enfin, je veux dire, on était tellement backupé et plugué avec l'armée qu'il n'y avait pas de risque. Je le savais, tu vois, dès que mon nom allait remonter quelque part dans l'organisation, je savais que c'était bon, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Après, il y a une petite ambiance, quoi. Il y a une petite ambiance. Alors, pour résumer, enfin, les gens, ils sont incroyables, hein. Les gens que j'ai rencontrés, les Pakistanais... Vraiment hyper sympathiques, hyper accueillants. Il n'y a pas du tout de tension. Après, forcément, t'arrives avec tout plein d'a priori sur l'islam, sur tout ce que tu vois à la télé. Il y a tout qui ressort. Hein. Mais justement, ça fait du bien. Ça ressort, puis tu compares avec ce que tu vis. T'essayes d'être neutre dans ce que tu vis. C'est intéressant. Tu te dis, mais en fait, voilà... On a assimilé cette image de mec avec une barbe à un terroriste, alors que, enfin, je veux dire, un mec qui a une barbe, c'est juste que c'est culturel chez eux. Et les gars sont adorables. Hein. Puis je vous montre des photos, alors t'as peur. Hein. C'est énorme. Mais ouais, non, incroyable. Les gens qu'on a rencontrés, incroyables. Bon, l'équipe, ça c'est toujours pareil sur des projets comme ça. Moi, ce que j'aime aussi dans le boulot de vidéaste, et puis autant j'aime bien bosser seul, tu vois, j'aime bien ma petite liberté d'indépendant et tout. Autant j'adore quand on se réunit en team comme ça. Puis qu'on va un petit peu dans des trucs intenses, où tu bosses un peu jour et nuit, où tu squattes des pioles ensemble, un peu. Ça, c'est trop beau. Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien, ça me fait un peu vivre ça. Tu sais, c'est... Je sais pas, que ce soit dans des refuges en montagne ou même dans des hôtels quand on fait des trucs un peu plus classe. Je trouve génial. Tu partages des moments qui... Ouais, il y a cet esprit d'équipe un peu. Ouais, tu vois, Aurélie, elle a bien résumé. Elle me dit, mais écoute, est-ce que je considère qu'on est potes ou qu'on est collègues? Et puis moi, elle m'a dit, mais on est clairement potes. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je vais au Japon me prendre une cuite à Tokyo, tu vois. Mais c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Ouais. Tu vois, avec elle, on avait fait justement Tokyo avec le Freeride World Tour. Et on avait fait une méga soirée à la fin du tour. C'est des gens avec qui tu crées des liens d'amitié qui restent parce que c'est des souvenirs incroyables et puis que l'expérience était incroyable. Ouais, que tu as vécu des choses aussi uniques. Enfin, et puis un peu qui sortent c'est hors du commun, quoi. L'épisode d'avant, tu parlais d'un point où tu disais que tu sais, on vit un peu le moment maintenant, en tout cas dans nos âges, à toi et à moi, où on vit un peu le pic, tu sais, dans notre travail. Ça, t'as l'impression que c'est des choses que tu peux vivre maintenant et qui seront sûrement différentes après, que t'arrêteras de faire, ou bien tu vois un peu comment la chose... Ouais, c'est une bonne question. Je pense que... Moi, j'avoue, je suis quelqu'un qui prône de vivre au présent à 100%. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui va consommer tout de suite tout ce que je peux.
Peut-être des fois un peu à tort parce que j'ai toujours envie de plus et puis j'ai un peu c'est un peu quelque chose d'insatiable, tu vois, j'en ai jamais assez. Mais en même temps, je me dis, ouais, j'ai envie, je le fais parce que j'ai pas envie de vivre avec des regrets, quoi. Ouais. Je me dis, quand il y a une opportunité, il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter trop longtemps. Ouais, Enfin, c'est clair. Ouais. Après, je dis pas que c'est un style de vie. Je fais pas tout juste. Je manque des choses. Enfin, tu vois, pour l'instant, j'ai pas encore de famille. Enfin, tu vois. Après, ça veut pas dire que c'est la juste façon de vivre. Mais après, moi, je suis très présent, quoi. Je suis très... j'arrive... Je me projette pas beaucoup dans le futur. Des fois, j'aimerais bien revenir dans le passé, mais parce que justement, c'était trop bien. Et que j'aimerais presque refaire une deuxième fois tout ce que j'ai fait ces dernières années. Mais dans l'idée, ouais. Après, je pense, j'aime bien aussi, j'essaye de... Enfin, moi, ma philosophie, c'est d'essayer d'accepter chaque période de la vie, quoi. Pas me dire, ouais, à 20 ans, c'était trop cool, on sortait, on faisait des monstres fêtes, et puis maintenant, on en fait moins parce que si, parce que ça. Puis j'essaie de me dire, ok, chaque âge a un peu son... Ouais. Tu vois, ses atouts. Alors, quand t'as 20 ans, c'est cool, t'as plein d'insouciance, tu connais plein de monde, tu fais la fête, tu rencontres plein de gens. Après tu fais des choix qui sont des choix un peu que tous les gens font, a priori. Tu vois moins de monde, tu travailles plus. Voilà, t'as un autre style de vie, mais au final, je me dis, ok, il faut pas regretter ça, il faut profiter de ça. Dans cet âge-là, t'as plein d'autres opportunités, quoi. Professionnellement, surtout, moi, je trouve que à partir de 30 ans, tu t'épanouis tellement. C'est un truc de fou, c'est clair. C'est génial. Et là, d'ici quelques années, tu t'imagines une évolution au niveau de ta boîte, ou pas forcément au niveau personnel, mais au niveau de ta boîte, tu te vois, je sais pas, dans les 10 prochaines années, avoir une autre manière de fonctionner en tant que vidéaste, d'avoir des gens à qui tu donnes du taf et puis t'es un peu plus comme directeur artistique à nouveau ou... Ouais, c'est la grande question. De chaque jour. Juste. Non, c'est forcément de vivre au jour le jour, enfin de vivre au jour le jour. On se questionne, je veux dire, moi je sais qu'on fait un boulot en plus qui est... Enfin, où les jeunes poussent, quoi. Je veux dire, on n'est pas... Je veux dire, on a une pression quand même. Enfin, je veux dire alors, il y a des artistes incroyables qui font leur carrière. Je veux dire, après, est-ce que moi, je me considère pas comme un artiste, tu vois, dans l'idée. Donc, si tu veux, moi, je sais qu'on va me pousser au talus à un moment donné. Puis, d'ici là, je sais qu'il y a encore 5, 10 ans où on peut traîner notre truc. Faire du chiffre encore pendant quelques années. Et puis je pense qu'il faut profiter de ce temps-là. Alors, en profiter, il faut être malin, peut-être commencer à se diversifier, comme tu dis, ou à grossir, ou à, comme toi avec François, peut-être s'associer, tu vois, pour avoir... C'est la jeunesse éternelle, François, mais c'est ça, pour avoir quelqu'un qui te relance dans les trends, dans les trucs intéressants qui se font. Et puis peut-être ça, c'est un truc. Et puis après, effectivement, toi, de gérer un portefeuille client, d'avoir 3-4 mecs avec toi, une équipe, et puis que toi, tu t'es moins sur le terrain, mais tu fais Mais plus, c'est un autre temps, du coup. C'est un autre temps, c'est une autre partie de ta vie, je pense. Peut-être ça, c'est une voie. Peut-être une autre, pour l'instant, que je choisis aujourd'hui, c'est peut-être de diversifier, d'avoir justement une autre activité annexe qui soit pas forcément dans la vidéo, et puis de voir comment elle évolue. Peut-être que ce sera pas ça, peut-être ça va pas prendre, et puis que je continuerai à faire de la vidéo, et puis qu'après Mais après, je me rends compte que là, on fait, tu vois, 1 mois et demi de Covid, être à la maison sans shooter. Et moi, j'ai trop envie d'aller shooter. L'autre jour, j'avais envie d'appeler n'importe qui, de dire, ça dit pas, on va en forêt. Tu prends ton VTT, on fait des shoots de vélo. Je fais un post Instagram, n'importe quoi. Tellement. Non, mais tellement. Moi, je suis accro. J'ai mes caméras qui sont posées sur l'étagère. Je me dis, attends, qu'est-ce que je pourrais faire là ? Faut que j'appelle un sportif que je connaisse, et puis qu'on aille shooter un truc, n'importe quoi, mais qu'on fasse un edit. Ça manque. Je pense pas que je pourrais m'en passer à 100%. Ouais. Juste avant, t'as dit que tu te considérais pas comme un artiste. Donc tu te considères plutôt comme quoi alors ? Comme un créateur plutôt ? Ouais, comme un créateur. Je pense pas artiste dans le sens où je vais
personnellement, j'ai choisi de bosser pour des clients, c'est-à-dire de rendre un service. Ouais. C'est-à-dire que moi, je rends un service. C'est-à-dire, je vais pas... bien sûr, je vais donner mon point de vue sur un montage, je vais donner mon style. Je vais insister en disant, voilà, ça, moi, je pense que c'est mieux comme ça, malgré ce que vous pensez ou ce que... voilà. Mais si le client insiste, à un moment donné... Je vais pas aller contre lui. Si à un moment donné il veut ça, je vais lui faire ça du mieux que je peux. Ouais. Et je vais chercher à faire ce qu'il a envie, mais dans la meilleure forme que moi je peux lui donner, mais je vais pas aller à contresens. Et au final, j'ai vu avec les années, avec cette technique, qu'au final les clients m'apportent énormément. Ouais. Et que finalement, moi je pensais que mes edits, si tu veux, étaient finaux, que c'était la meilleure version que je pouvais obtenir par rapport aux images que j'avais. Puis au final, en fait, les clients, c'est pas des mecs stupides, hein, je veux dire, ils réfléchissent et tout, et ils ont un point de vue. Alors des fois, oui, il y en a des, mais la plupart du temps, dans 90% des cas, je pense qu'ils ont apporté quelque chose à mon edit avec les corrections que j'ai fait. Et en le regardant le lendemain, je me suis dit, ah ouais, c'est mieux en fait. Il a raison. Et parce que c'est mieux, parce que lui, il connaît mieux son marché, il connaît mieux ses clients. Il sait exactement ce qu'ils ont envie, et la plupart du temps ça apporte quelque chose. Moi je crache pas du tout sur les changements sur mes clients. Je pense que j'offre un service, je me considère comme ça, je pense. J'offre un service, après je le fais avec passion. C'est pas un service où je traîne les pieds et puis je bâcle jamais quoi. J'ai jamais bâclé un edit quoi. Je vais jusqu'au bout, je fais le mieux que je peux avec ce que le client me demande, et à chaque fois j'essaye que ça claque quoi, que ça sorte bien, par 1001 recettes, mais j'essaye de pas sacrifier un truc parce qu'il m'a fait changer 10 fois puis que ça veut plus rien dire quoi. Mais je crois qu'il faut, dans ce boulot, on peut pas être en contradiction continuelle avec ses clients. On peut pas dire... Moi, je voyais, quand j'ai fait mes études, il y avait plein de gens vexés parce que les profs leur disaient « Ouais, c'est un peu de la merde ce que t'as fait. » Non, mais clairement, quoi. Et c'était clair. C'était là pour apprendre. Si tu peux pas accepter... Quand tu fais des études d'art, qu'on te dise que c'est pas bien ton boulot, ou que c'est... Bah, tu peux pas progresser. Tu peux pas progresser. Mais du coup, ça demande quand même une certaine remise en question. Puis c'est là que, justement, des fois, c'est assez compliqué. C'est dès que toi, tu penses que ton projet que tu as rendu, il est excellent, et que le client, il dit, bah non, en fait, j'aimerais plutôt l'avoir comme ça. C'est assez compliqué, non? Ça demande une acceptation, et qui des fois, il faut prendre le téléphone ou recevoir un email... souffler, se calmer, sortir dehors, prendre l'air et c'est tellement et revenir pour pas s'énerver. Moi je sais qu'il y a des mails que je reçois des clients, je réponds volontairement une journée après pour m'être calmé parce que ça m'agace, surtout aujourd'hui où un retour sur un edit va se faire dans l'heure quoi. Alors que ce qui est insupportable, parce que quand t'as bossé 3 jours sur un edit et puis que tu dis enfin, j'ai bossé 12 heures le premier jour, 8 heures le jour d'après, j'ai fignolé 6-7 heures le dernier jour. Tu te dis, putain, ça y est, j'arrive à un truc fini. Tu te dis, ok, là, je vais me prendre l'après-midi tranquille, je vais aller faire, peu importe, t'envoies ton email, un peu accro au portable, tu regardes tes mails 1 heure après avant de sortir ou quoi que ce soit, puis tu vas, une liste de 50 points avec 50 modifications, et là, t'as... C'est la malédiction des vidéastes, les gars. Hein. C'est l'horreur. Et ça c'est dur. C'est dur parce que je me souviens quand j'ai commencé justement à Montréal, on avait des coursiers à vélo, on gravait des DVD. C'était génial, mec. C'est trop beau. On gravait des DVD et du coup, c'était incroyable parce qu'on faisait un premier edit, une première version. Donc le coursier à vélo venait, il l'emmenait dans un autre bureau à l'autre bout de la ville, au client. Ok, le mec regardait, il nous téléphonait, il nous disait ouais, ok, c'est super, on aura quelques modifs, ok, bah écoutez, dans 2 jours. Donc il se passait déjà 2 jours avant qu'on ait un retour. On faisait notre correction tranquille, on regravait notre DVD, le mec on rappelait un coursier. Putain, les choses pour faire une V2, il y avait déjà 1 semaine. Donc maintenant quand je vois qu'on arrive à des V27, tu vois. Tellement de la merde, putain. Non mais pas tout le temps, mais en moyenne en V6 ou V8.
Je veux dire, ça aurait pris à l'époque 8 semaines, ça se serait jamais fait. Le client, à la V2, il aurait dit oui, c'est ok, il faut encore changer un accent parce qu'il y a une faute d'orthographe. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de dire ouais, puis ça. Puis il y a moins de consistance dans les retours. Ouais. Parce que du coup, ils sont moins consolidés. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner au département marketing, aux clients. Ça, c'est bon, ça. Alors écoutez bien, putain, écoutez ça, parce que je vais. C'est de consolider une réponse. En fait, nos métiers sont basés sur une perte de temps considérable la plupart du temps par des réponses non réfléchies, non considérées et souvent à la base par des briefs non établis. Quoi. Je veux dire, je crois que tu as tout dit, John. Je crois qu'il y a un gros sujet. Moi, j'aimerais bien faire justement une chaîne YouTube, des vidéos tutoriels, comment expliquer, comment faire un bon management tellement. Pour gérer des mecs comme nous, quoi, pour gérer des adeptes. Quoi. Ça, ce serait c'est magique. Ouais, mais le problème avec ça, c'est comme on avait discuté une fois, c'est que les gars, ils iraient même pas regarder, tu sais. Parce que les gars, ils ont fait leurs études et puis ils restent sur leurs acquis. Ouais, après... Non, si, t'inquiète pas, j'ai nourri assez de haine toute ma carrière. Enfin, je trouve quelqu'un qui comprend. mais au final, ça sert... Ouais, il faut... Moi, je me dis toujours, il m'a apporté quelque chose à la fin, ces gens-là. Après, il y en a des moins structurés, des plus structurés. Tu tombes sur des gens qui sont incroyables en account management, d'autres un peu moins. Après, je pense que toi, tu peux aussi les cadrer. Après, si tu vois que ceux qui sont moins cadrés, alors, t'as une technique très simple, c'est de jouer sur le prix et de dire chaque correction de plus vous coûte 150 francs par heure, peu importe. Soit tu peux dire, ok, ça fonctionne pas bien, le dernier projet qu'on a fait ensemble, là, on perd du temps, il faudrait dans le brief qu'on établisse ça, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement avec un client, il l'a très bien pris. Je lui ai dit, écoute, sur ce projet, moi, là, on a fait tellement de retours pour les sous-titres parce qu'il y a une ponctuation, un truc, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. La prochaine fois, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Il m'a dit, bien sûr, nous aussi, c'est pas possible qu'on fasse autant d'aller-retour avec toi, on n'a pas le temps non plus. Puis on a trouvé une autre solution, puis au final, il n'y a pas de litige avec ce client. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que toi, ces clients-là, entre guillemets, comme ça, tu as résolu quelque chose avec, la prochaine fois que tu travailles avec eux, potentiellement, tu auras une autre méthodologie de travail et ce sera résolu, en fait. Exactement. Moi, je pense... alors ça vaut pour les budgets, les offres, la manière de travailler. Je pense que c'est incroyable. Mais même après des dizaines d'années, tu trouves encore des petites failles dans ton contrat, dans ta manière de bosser avec les gens. Et tu dis, ça, si j'avais fait ça comme ça serait mieux allé. Mais ça, c'est... Alors, pour le coup... Ta rentabilité tient sur ton expérience, on va dire, est en corrélation avec ton expérience. Quoi. Plus tu fais des budgets, plus tu fais des mandats, je dirais moins tu te fais avoir. Enfin, avoir. Tu te fais pas avoir, mais plus tu travailles de ton côté d'une manière efficace, où tu vas avoir fait un bon brief, tu vas driver ton client d'une manière où il va pas te faire des heures supplémentaires pour rien. Puis à la fin, tu as un résultat efficace pour tout le monde. Quoi, magnifique. Trop beau. C'était super intéressant en tout cas justement pour le montage de ta collègue Amy, on le mettra le lien, que tu nous le donnes, on le mettra en lien en description sur toutes les plateformes où vous écoutez ou regardez ce podcast. Donc voilà, merci John d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était super intéressant, merci à toi. Tu nous as vendu du rêve. Ouais, exactement. Ça me fait plaisir. Vous avez aussi l'Instagram de John dans la description aussi. Vous pouvez aller Instagram. voir. Est-ce que Facebook, il faut pas Facebook, ton site web aussi, t'as quelque chose à montrer mon site web, il est assez classique. Il y a mes travaux pro dessus. Mais... on mettra aussi. Comme ça, vous avez la totale et puis c'est parfait. Merci. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram également pour avoir les dernières sorties, nouveautés, être à jour en fait tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous êtes. Ciao. Ciao.